Paris La Défense, c'est ici, en plein cœur de la capitale française, que le docteur Michel Innocent PA a tenu à rencontrer la presse internationale afin d'échanger sur la problématique d'un génocide qui aurait été commis dans le département du Poul lors de la dernière crise. Monsieur Innocent PA, merci premièrement de nous avoir accepté votre venue. Merci beaucoup. Merci de nous présenter encore ce nouvel ouvrage, Le génocide imaginaire en République du Congo, chantage contre l'unité nationale et toute forme d'assistance. Premièrement, pour que nous parlions tous le même langage, génocide, qu'est-ce qu'un génocide? Le génocide est un crime qui consiste en l'élimination physique d'un groupe national, ethnique ou religieux. Et monsieur Michel Innocent PA, ce livre, c'est un projet de plusieurs années. Et quelles ont été vos motivations? J'ai le réel plaisir de vous retrouver dans cette salle, échanger avec moi sur les questions d'actualité mondiale. En tant que scientifique, en tant que chercheur, notre rôle, c'est de dire la vérité, orienter l'humanité. La question du génocide préoccupait le pays, l'Afrique et le monde. Puisque cette histoire a été ramenée à Genève, à l'ONU, donc c'était déjà une grande préoccupation pour tous. En tant que scientifique, c'est de chercher à comprendre et, après avoir compris, de dire aux autres qu'est-ce que l'on a compris. Après avoir dit aux autres ce que l'on a compris, nous pouvons prédire l'avenir. Et c'est pourquoi, devant cette question préoccupante où la vérité était cachée, il revenait à nous, scientifiques, chercheurs, d'établir la vérité pour permettre aux générations actuelles, à la communauté nationale et internationale de s'imprégner réellement sur les vrais problèmes. Une rencontre qui arrive quelques jours seulement après la parution de son nouvel ouvrage intitulé « Le génocide imaginaire en République du Congo, chantage contre l'unité nationale et toute forme d'assistance ». Merci monsieur Innocent PA. Du coup, je vais revenir sur votre livre, sur votre titre qui est marquant, « Le génocide imaginaire en République du Congo ». Pourquoi ce titre, concrètement? Pourquoi ce titre, monsieur Innocent PA? Alors pourquoi le génocide imaginaire? Cela est né d'une imagination où certains de nos compatriotes semblaient détenir la vérité sur les informations qui se déroulaient dans notre pays. Et à l'issue de ces informations, ils ont dû produire les documents dénonçant un certain génocide dans notre pays, et ce qui est archi faux. Et c'est pourquoi, tout à l'heure, lisant la définition du génocide, vous l'avez expliqué. À quel moment on parle d'un génocide? Quand il y a un plan d'extermination des membres d'un même groupe national, ethnique, racial ou religieux. Quand il y a meurtre à donner à un groupe, quand il y a intention d'exterminer en partie ou bien la totalité ce groupe de personnes. Une manipulation, un anéantissement mental ou physique de ce groupe. Quand il y a des enfants qui sont forcés d'un groupe à un autre. Par exemple, il y a deux camps qui sont en conflit. On prend des enfants d'un groupe, on les envoie dans un autre, comme cela a été le cas des Hutus et les Tutsis. Et c'est justement quand il y a volonté de freiner les naissances dans un groupe, où il y a des ethnies qui se combattent dans la recherche d'espace quelconque. Mais comme il ne se pose pas dans notre pays un problème d'espace, voilà pourquoi il était opportun en tant que scientifique, en tant que chercheur, et que nous établissons la vérité pour permettre à la communauté nationale, à la communauté internationale, aux générations actuelles et futures de s'imprégner, de se rendre réellement compte des réalités de ce qui se passe et de ce qui s'est passé au niveau du pays. Au cours de ce face-à-face, l'écrivain-chercheur congolais a eu droit à plusieurs questions de la presse, au nombre desquelles c'est lié aux motivations de la rédaction de cet ouvrage. Nous savons que le Congo est un État complet avec toutes les institutions établies, qu'il n'y a aucun conflit de terre,
Mais vous dites dans votre livre que le rêve d'un génocide en République du Congo est une utopie. Donc une utopie, c'est une construction imaginaire, un projet imaginaire. Mais par qui est-elle imaginée cette utopie, M. Nsompeya? Cette utopie est née du fait que quelques individus se sont retrouvés, ont déclaré, ont écrit, ont pris leur temps à rassembler des gens à l'extérieur pour déclarer un certain génocide que nous estimons que c'est de l'imagination, c'est de l'utopie. Parce que, à voir les conditions du génocide telles que nous les avons décrites tout à l'heure, telles que vous l'avez aussi définies, ça loin d'être aujourd'hui un génocide. Parce que l'humanité, depuis la nuit des temps, s'est accordée à reconnaître quelques rares cas de génocide à travers le monde, dont le génocide arménien en 1916, dont le génocide rwandais, dont l'extermination des Juifs en 1939. Et c'est pourquoi, dans la présentation, la rédaction du livre, nous avons essayé de faire la comparaison entre les cas de génocide déjà connus et déclarés à travers le monde par rapport à ce qui s'est passé au Congo. Voilà pourquoi il était opportun pour nous de rétablir la vérité à travers nos écrits pour permettre à la communauté nationale, internationale de s'imprégner et de s'en rendre compte de ce qui s'est réellement passé sur le terrain. Le Congo détient également 65 tribus et vous nous dites dans votre livre que la cohabitation se passe plutôt bien, que personne ne va mentir l'autre ou prendre possession de son territoire. Mais en revanche, vous nous parlez de manipulation politique qui parfois mue un peu leurs élans. N'est-ce pas une forme de génocide, de destruction, M. Nsompeya? La manipulation politique est justement dans les esprits de ceux qui veulent atteindre leur objectif et qui estiment les atteindre sur le sang et les larmes des autres. Pour arriver à un positionnement, ils sont obligés de procéder par des manipulations. Et c'est pourquoi nous pensons que ce qui s'est passé dans la région du pôle n'est qu'une machination, n'est qu'une désinformation pour permettre aux uns et aux autres d'atteindre leurs objectifs cachés. Pour Michel Nsompeya, la machination et la désinformation politique sont des vieux phénomènes pour certains citoyens. Dans votre ouvrage, M. Nsompeya, vous nous donnez la situation de Mark Twain, qui est un écrivain américain, qui dit « Un mensonge peut faire le tour de la Terre le temps que la vérité mette ses chaussures ». Donc quelle est cette vérité, M. Nsompeya, et quel est ce mensonge? L'État avait pour mission de récupérer les armes dans des mains des bandes armées et qui s'étaient repliées et qui semaient des ordres dans le département. Comme je disais, aucun pays du monde ne peut accepter qu'un individu tienne les armes, sème des ordres et sans que l'État ne s'interpose, sans que l'État ne mette en sécurité la vie des uns des autres. Et c'est pourquoi l'État a tenu des méthodes conventionnelles, modernes, pour aller récupérer ces armes. En expliquant les cas de génocide qui se sont produits à travers le monde, nous avons, dans le 3e chapitre, essayé de faire la comparaison entre les différents génocides qui se sont produits à travers le monde et les événements qui se sont déroulés au Congo-Brazzaville. De cette comparaison, nous nous sommes rendus compte que ces génocides n'existent que dans les têtes de ceux qui l'ont clamé pour des besoins de positionnement politique. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce conflit, s'il vous plaît? La région du pôle a 19 sous-préfectures. Mon but ici n'est pas d'opposer une ethnie contre une autre. Bien au contraire, nous prônons l'unité, nous prônons la réconciliation, nous prônons le vivre ensemble. Et c'est pourquoi, tout à l'heure, en expliquant l'origine du conflit, j'ai dit que l'armée avait pour mission de sécuriser le département parce que les bandes armées s'étaient repliées dans ce département où il semait désolation, où le chemin de fer était détruit, les édifices publics étaient détruits, la population
était pris comme bouclier humain. C'est pourquoi l'État joue son rôle de sécuriser. Parce que quand un individu, un groupe d'individus détiennent les armes, ils mettent d'abord en premier lieu en insécurité les différentes familles qui sont tout autour. Ils mettent en insécurité la localité, ils mettent en insécurité l'ensemble du département, ils mettent en insécurité tout le pays. Et c'est pourquoi l'État qui a fait pour mission de récupérer ces armes afin de sécuriser les personnes et leurs biens, certains compatriotes en mal de positionnement ont voulu récupérer cette affaire pour noircir le pays. Dans notre deuxième chapitre, nous avons essayé de faire un bref aperçu démographique, sociologique, historique et géographique de la situation du Congo. Ce chapitre nous a permis d'expliquer quelle est réellement la situation géographique et démographique du Congo. Est-ce que le Congo a un problème d'espace géographique qui se pose à lui? Est-ce que le Congo a des problèmes démographiques qui se posent à lui? Est-ce que le Congo a connu des problèmes historiques? Justement, dans ces problèmes historiques dont vous faites allusion, le Congo a connu beaucoup de problèmes dans son histoire et la plupart de ces problèmes naissent dans ce département du pôle. Les problèmes que le pays a connus, nous pouvons dire que ne sont pas nés dans la discrimination comme certains de nos compatriotes l'ont écrit, l'ont déclaré lors de différentes conférences qu'ils ont organisées. Ces problèmes sont nés du messianisme politique dont nous avons abondamment expliqué dans notre troisième chapitre, le messianisme politique. Nous avons dans ce même chapitre essayé de retracer les différents gouvernements qui se sont succédés depuis le premier président de la République jusqu'à aujourd'hui, où dans ces différents gouvernements, tous les cadres de tous les départements sont représentés. Aucun département n'est placé à l'écart. Depuis le premier président jusqu'à aujourd'hui, nous l'avons énuméré l'échantillon de ces différents gouvernements qui se sont succédés. Et parlons encore de ce problème de génocide. En lisant les écrits d'un compatriote, il a déclaré que depuis 1959, ce peuple du Poul est victime du génocide. Ce qui veut dire que ce génocide a été déclaré depuis les années 59. Et plus loin encore, ces mêmes cadres disent que les Larais ne meurent pas par mort naturelle, mais ils meurent que par génocide parce que c'est depuis les années 59. Et c'est pourquoi, en tant que scientifiques, nous avons le droit d'établir la vérité. Le président actuel qui est arrivé a eu successivement 2 directeurs de cabinet originaires de ce département. Est-ce que ce plan d'extermination a été rédigé, validé à la présidence où il y a 2 fils successivement originaires de ce département qui ont été directeurs de cabinet du président? Est-ce que ce plan d'extermination a été préparé au niveau du gouvernement où il y a eu un des fils de ce département, Premier ministre, avec nombreux de ministres d'État? Est-ce que le plan d'extermination a été préparé à l'Assemblée nationale où il y a un fils du département, président de l'Assemblée, avec plusieurs députés? Est-ce que ce plan d'extermination a été préparé à la justice où il y a un fils du département qui est resté plus de 2 décennies président de la Cour suprême, où il y a un fils de ce département qui est resté président de la Cour constitutionnelle? Ce plan a-t-il été validé à ce niveau? Point d'interrogation. Est-ce que ce plan a été préparé et validé dans le village natal du président de la République, où il y a un fils originaire du Sud qui gère l'administration générale de cette sous-préfecture? Nous nous posons comme 1001 questions. Mais si ce plan a été rédigé et préparé dans les instances dont nous faisons allusion, alors quel est le sort qui est réservé aux originaires de ce département qui ont occupé à tous les niveaux les fonctions sensibles et qui pour certains sont encore aujourd'hui à ces fonctions? Alors, parlons réellement de ce fameux génocide. Le génocide d'une ethnie ne peut pas se décréter dans 2, 3, 4 localités, mais ce sont
les membres constituant toutes les ethnies habitant le pays qui sont mis en danger. Mais ce peuple, Lari habitant la capitale, n'a jamais été inquiété. Ce peuple habitant les autres départements du pays, ils n'ont jamais été inquiétés. Personne n'a jamais été arrêté, bien qu'ils soient dans tous les départements du pays. Personne n'a jamais été arrêté. Même à Kikala, le chef-lieu du département, aucun peuple n'a jamais été arrêté. Les membres de cette ethnie au Parlement, personne n'a jamais été arrêté. Au gouvernement, personne n'a jamais été arrêté. Dans les autres institutions, personne n'a jamais été arrêté. Dans les écoles, à l'université, au lycée, partout, personne n'a jamais été arrêté. Mais quand il y a l'extermination d'une ethnie, l'extermination n'a pas de limite. D'autant plus que c'est l'extermination d'une ethnie. Donc, peu importe où vous vous trouvez, on vous prend, on vous arrête. Donc, le pays n'est pas géré dans l'injustice, mais simplement les intentions, les mécontentements des uns et des autres, et qui utilisent ou qui veulent utiliser le sang des autres pour se positionner. C'est pourquoi nous faisons une analyse historique, anthropologique, sociale et culturelle, d'autant plus qu'il y a un de nos compatriotes qui a beaucoup épilogué sur l'analyse juridique, dont je rends ici un hommage mérité, le docteur Colline Makosso. Donc, c'est pour démontrer que cette histoire n'est qu'une machination, n'est que de la supercherie. Encore, le grand danger, c'est que nous avons des compatriotes, des éminents juristes qui tiennent des conférences, qui parlent de l'ethnisation, qui parlent du génocide de Lari, de Mboshi contre Lari, ce qui était danger, ce qui n'est pas bien, parce que nous avons des mariages interethniques, nous avons des enfants dans les ethnies, nous avons des filles, des fils, des neveux, des nièces qu'il faut préserver. Nous avons la vie des générations à venir qu'il faut préserver. C'est pourquoi notre rôle, c'est de dire les choses comme elles se présentent, c'est d'établir la vérité pour permettre aux générations actuelles, à la communauté nationale, à la communauté internationale, de s'en rendre réellement compte de ce qui s'est passé. Parce que c'est surtout à travers les écrits que l'on verra l'histoire. Ma publication n'est pas tout à fait une réponse à ceux qui ont écrit, parce qu'ils ont fait leur jugement, mais en tant que scientifique, en tant que chercheur, nous avons mission de rétablir les faits, de dire la vérité. Et c'est rien qu'à travers la vérité que nous pouvons bâtir le futur. C'est rien qu'à travers la vérité que les générations à venir pourront connaître l'histoire du pays. Ce n'est pas dans le mensonge, ce n'est pas dans la tricherie. Et c'est rien qu'à travers la vérité que nous pouvons permettre à la presse internationale que vous êtes, à la communauté internationale que vous constituez, à tous les peuples de connaître l'histoire du monde tel qu'aujourd'hui nous avons parlé du génocide rwandais, tel qu'aujourd'hui nous avons parlé du génocide arménien et tel qu'aujourd'hui nous avons parlé de l'extermination des Juifs. Et c'est pourquoi, en tant que scientifique, en tant que chercheur, en tant qu'écrivain, je ne peux pas rester sourd, je ne peux pas rester indifférent devant une question brûlante, devant une question préoccupante du pays, que de rétablir les faits, que de rétablir la vérité. C'est pourquoi je me suis permis à préparer cet ouvrage dans ce sens. Au-delà du débat sur le génocide imaginaire, la presse ne s'est pas empêchée d'aborder des sujets politiques, économiques et environnementaux, tels l'accord du Congo avec le FMI. Vous dites que le Congo a récemment signé des accords avec le FMI. D'un côté, le pouvoir en place est satisfait de ces accords, de l'autre, les opposants voient ça d'un mauvais œil. Alors, moi je me trouve de quel côté? Je crois que, en tant que chercheur, en tant qu'écrivain, je ne peux que me trouver du côté de la vérité. Parce que c'est seule la vérité, comme disait Nelson Mandela, qui crée, qui fait la dignité des normes. Un homme sans la vérité n'est pas digne. Mais le Congo a signé un accord
avec le Fonds monétaire international. Le Congo n'est pas le premier pays à avoir signé des accords avec le Fonds monétaire international. Donc, signer des engagements avec le FMI n'est pas étonnant, n'est pas du tabou. Les Grande-Bretagne sont passés par là, les États-Unis sont passés par là, la Hongrie est passée par là, l'Ukraine est passée par là, l'Espagne est passée par là. Donc, les exemples sont légion. On a besoin des efforts des uns et des autres pour permettre au pays de redémarrer. Donc, la contribution de tous est de mise. La prochaine élection présidentielle de 2021 est la découverte du pétrole dans le delta de la Cuvette. La question est de savoir si, par rapport à l'actualité qui se dessine, le président du Congo allait être candidat à sa propre réélection. Je reviens toujours à nos différentes conférences. Nous avons tenu plusieurs conférences. Souvenez, vers les années 2013-2014, nous avons été parmi les pionniers qui prônaient le changement dans notre pays. Nous l'avions aussi expliqué dans l'un de nos ouvrages, Entre le bon sens et la ténance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins. Nous avions estimé que le pays avait encore besoin du président actuel. Partons de là que nous nous sommes prononcés en tenant compte des faits que les autres ont vécu dans les pays comme la RDC, après le départ de Mobutu, nous l'avons expliqué, la Libye après Muammar Kadhafi, nous l'avons expliqué que notre pays avait encore besoin du président actuel. Pourquoi? Nous partons d'une chose. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Donc, nous avons besoin de l'expérience de ce dignitaire, de ce chef d'État. Nous avons besoin de profiter de son expérience. C'est pourquoi je pars du simple fait que l'expérience nationale et internationale du président actuel, plus l'expertise des cadres vivant au pays et l'expertise de la diaspora, peut nous permettre d'arriver à la situation dont le pays aujourd'hui s'attend, au résultat dont le pays aujourd'hui cherche. En additionnant l'expérience nationale et internationale, plus l'expertise de la diaspora et celui des cadres vivant au pays, nous pouvons atteindre les objectifs que le pays cherche aujourd'hui. Et dans nos différentes tournées, 2014, 2015, 2013, nous avons eu l'occasion d'échanger avec les cadres de la diaspora aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Belgique, au Norvège, un peu dans certains pays africains, au Congo, à l'université Marie-Gabi, à Soli-la-Boutonsi, à la bibliothèque universitaire. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec la jeunesse, avec les cadres. La seule question qui venait à nous était celle de savoir si on change la constitution au Congo, quelle sera la place de la jeunesse de la diaspora, que celle vivant au pays. Si on ne change pas, quelle sera la place? C'est pourquoi nous sommes évergés à expliquer cela au cadre, que la diaspora avait sa place pour la situation actuelle dont le pays traverse. Les cadres vivant au pays ont leur place, mais aussi le président, par son expérience nationale et internationale, a aussi sa place. Et c'est en associant l'expérience du président et l'expertise des cadres de la diaspora et de ceux vivant au pays que nous pouvons donner l'espoir au pays. Et moi, c'est ma vision et c'est ce que je pense. Certains aussi peuvent avoir leur analyse, leur calcul, mais moi, c'est ce que je pense. Qu'il faut associer les compétences tant au niveau de la diaspora et qu'il faut associer les compétences tant au niveau national, leur expertise plus l'expérience du président peut nous permettre de profiter de son expérience
de lutte pour bâtir un Congo de demain. Il faut souligner que dans la présentation de son livre, Michel Innocent Peya a fait état de quelques proverbes africains inscrits aux premières pages de l'ouvrage. L'épervier est en vol, mais le procès qui se déroule sur terre le désigne toujours coupable. Tous les animaux saccagent les tubercules sans gêne, mais si c'est le tour des sangliers, ce sont eux que l'on accuse uniquement. Un chien est rattrapé par l'orage à cause de sa fidélité à son maître. Tel est le fruit de la sagesse africaine que l'écrivain-chercheur Michel Innocent Peya a bien voulu partager à ses lecteurs à travers cet ouvrage, Le génocide imaginaire en République du Congo, chantage contre l'unité nationale et toute forme d'assistance. Merci, Monsieur Innocent Peya. Bravo et félicitations pour les combats que vous menez pour faire avancer la littérature congolaise et africaine. Merci également pour le courage et la détermination, car vous êtes pratiquement le seul et l'unique homme public à défendre corps et âme, et parfois sans gilet pare-balles, la politique du président congolais loin des frontières nationales, notamment en France, en Europe et aux États-Unis. Ma question est la suivante. Monsieur Peya, vous êtes un défenseur de l'écologie, vous relayez en même temps la vision écologique de ministre Soulesso, qui s'est félicité récemment de la découverte de nouveaux puits de gisement de pétrole dans le delta de la Cuvette, notamment dans la zone marécageuse couverte par les tourbières dont vous connaissez l'importance. Quel message écologique ou environnemental vous comptez passer aux autorités congolaises et du monde entier à ce sujet? Lors de son adresse à la nation le 14 août, le président de la République a parlé de la découverte du nouveau gisement pétrolier. Et puis, éventuellement, il a insisté sur le soutien qu'il doit apporter les institutions internationales pour la protection des tourbières qui se trouvent au niveau du bassin du Congo. D'abord, en tant que grand défenseur de l'écologie, nous avons eu l'occasion d'échanger avec certains de la presse ici. Dans cette défense, nous appuyons les œuvres commencées par le président de la République. Parce qu'à aujourd'hui, il figure, nous l'avions dit et nous le disons, parmi les précurseurs de ceux qui ont pensé que la planète était en danger, de ceux qui ont pensé qu'il fallait la protéger. Parmi les précurseurs, nous l'avons abondamment expliqué dans la plupart de nos ouvrages, dans nos conférences, que le président de la République du Congo figure parmi les précurseurs, les défenseurs de l'environnement mondial. Et en s'appuyant de ses œuvres, de ses initiatives, de sa vision, que nous arrivons à faire chemin, à démontrer au commun des mortels quelle est l'importance justement de la protection de l'environnement mondial, la protection de notre planète. Les faits sont récents avec ce qui s'est passé à Biarritz au sommet de G7 sur l'Amazonie qui était menacée. Du coup, les menaces de l'Amazonie ont bousculé le monde entier, mais nous le disions à nos différentes conférences. Nous le disions dans nos ouvrages que l'Amazonie, comme le bassin du Congo, était en danger. Parce que l'Amazonie est la première réserve du monde, le premier poumon du monde, le premier espoir du monde. Le bassin du Congo vient en deuxième position comme le deuxième espoir du monde, comme le deuxième poumon du monde, comme la deuxième réserve du monde, élu au patrimoine mondial de l'humanité. Et notre mission, c'est d'appuyer les efforts entrepris déjà par le président de la République et ses pairs d'Afrique, et qui ne cessent de démontrer à la communauté nationale et internationale le rôle comme de foi
cruciale, comme une voie capitale que joue le bassin du Congo pour l'équilibre climatique mondial. Le cri d'alarme lancé par le président de la République du Congo est celui-là. Nous avons les tourbières qui constituent la première réserve, mais si nous l'utilisons à nos fins, nous mettons le monde en danger. Bon, si nous ne les utilisons pas, ce sont nos richesses. Nous devons vivre de ça. Donc qu'est-ce que vous nous dites? Soutenez-nous, soutenez les pays, soutenez les peuples qui ont des projets pour que ces peuples laissent exploiter abusivement les richesses. Et vous voyez au jour le jour ce qui se passe, même encore là aux États-Unis. Il y a l'ouragan, il y a des problèmes. Mais c'est ça justement. Quand nous mangeons, à un certain moment, nous devons penser à demain. Nous mangeons aujourd'hui, si nous ne pensons pas à demain, nous mettons demain en difficulté. C'est ce message que nous lançons à la communauté internationale pour soutenir les efforts, pour soutenir les initiatives, que les plus riches soutiennent les plus pauvres. Avant de terminer cet échange, l'auteur du génocide imaginaire en République du Congo a pris le temps de dédicacer son nouvel ouvrage aux journalistes ayant répondu favorablement à cette discussion. Mon idée générale, c'est vraiment que le mot génocide a été galvaudé, un peu banalisé dans un cas où on n'a pas lieu d'être en fait. Enfin, c'est pour ça qu'on parle d'imaginaire aussi quelque part. Impression plutôt bonne parce que je suis arrivée avec beaucoup de préjugés et surtout moi qui suis plutôt féministe, je me suis dit tiens, on parle de génocide imaginaire mais il y a quand même la relation avec la femme et comment elle vit et finalement je me rends compte que c'est un bouquin plein d'amour et enfin la vérité et le soutien et surtout que la croyance, en fait, on peut vraiment penser que la pensée est une action. Et du coup, si c'est une action dans l'univers, alors changeons nos pensées et soyons ensemble. Des journalistes qui, après avoir écouté l'écrivain et lu quelques passages de son ouvrage, s'accordent à reconnaître que le terme génocide a été galvaudé au regard de ce qui s'était passé dans le département du Pôle. Le mot génocide, c'est ça en fait, c'est complètement faire disparaître en fait un groupe précisément. Enfin, ça peut être par rapport à leur langue, par rapport à leur culture, par rapport à leur pratique culturelle en fait. Enfin, par rapport à leur philosophie parfois même, et ce n'est pas vraiment le cas en fait dans ce qui est dit. Enfin là, on n'essaie pas d'exterminer un groupe, enfin, comme le disait M. Peya, il y a des personnes qui travaillent au gouvernement et qui n'ont pas été par exemple touchées, donc c'est pas vraiment le bon terme en fait qu'on est censé employer. Le département du Pôle aura certes connu une crise, mais pas un génocide, martèlent ces journalistes. D'abord, il faut saluer le courage de l'écrivain et qui a essayé un peu de rétablir la vérité. Parce que chaque Congolais, peu importe sa situation géographique, c'est d'abord un ambassadeur pour son propre pays. Salir l'image de son pays, c'est comme si on insultait sa propre mère. Et c'est quand même pas normal. Il y a eu un conflit dans le Pôle, oui. Mais dire qu'il y a eu un génocide dans le Pôle, je pense que c'est une aberration monstrueuse. On a appris beaucoup de choses, même si quand on est venu, on avait, on va dire, des préjugés. Mais M. Innocent Payan nous a éclairci un peu les esprits, nous a donné toutes les informations pour avoir une idée plus approfondie sur le sujet. C'est moi, tant qu'une Congolaise aussi, j'ai beaucoup apprécié. Au regard de toutes ces analyses qui soutiennent avec force la part de vérité de Michel Innocent Peya, l'auteur aura, à travers cet ouvrage, apporté sa contribution à l'éclairage de la question du Pôle.